La perte de l'United States Ship Arizona lors de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 est peut-être l'élément le plus célèbre et le plus connu de cet incident particulier et n'est pas, comme on le pense parfois, représenté par cette photographie. Il s'agit en fait de l'United States Ship Show explosant dans un dock flottant. L'explosion de l'Arizona, cependant, a été capturée sur film, bien que le film lui-même soit assez bref et semble contenir au moins 2 lacunes dans son enregistrement. Mais ce qui est exactement arrivé à l'Arizona a fait l'objet de certaines discussions pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, évidemment, ce qui lui est arrivé dans les termes les plus généraux, les magazines de Ford ont explosé, est un peu évident. Mais comment cela est arrivé et quels autres dommages le navire aurait pu subir avant que cela ne se produise est quelque chose qui, à un certain degré, est encore débattu. Ce n'est pas tout à fait un sujet aussi controversé que la destruction du Her Majesty's Ship Hood, mais néanmoins on m'a demandé de l'examiner, donc je vais le faire maintenant. Pendant la décennie suivant sa perte, la marine américaine a regardé au moins 3 fois comment cela s'était produit, et cela plus plusieurs rapports de dommages, un certain nombre d'éléments de correspondance, et les 7 secondes environ de film lui-même ont formé la base de l'analyse de la plupart des historiens de ce qui aurait pu réellement arriver à l'Arizona, et c'est le processus à peu près similaire à ce qui va suivre aujourd'hui. Dans l'immédiat après Pearl Harbor, les travaux de sauvetage sur l'Arizona n'étaient pas considérés comme une priorité pour des raisons assez évidentes par rapport à des navires comme le California, le Nevada ou la libération de navires comme le Maryland. Cependant, un peu de travail de sauvetage a été effectué, divers canons ont été retirés et une quantité significative de munitions, en particulier des projectiles de 14 pouces, ont également été retirés dans les premiers mois de maintenant. Il faut souligner que personne à aucun moment n'a eu l'idée de remettre l'Arizona en service. Il était assez évident pour quiconque prêtait la moindre attention à la fin du 7 décembre que l'Arizona ne naviguerait plus jamais. Cependant, dans le milieu de mars 1942, il y avait encore 2 options globales envisagées. Premièrement, construire un barrage de coffrage autour du navire de manière similaire à ce qui avait été fait pour le United States Ship West Virginia, ou à ce moment-là, ce qui était prévu pour le United States Ship West Virginia. Cela leur permettrait de découper et de démolir la partie avant du navire, c'est-à-dire la partie qui avait subi le plus gros de l'explosion. Mais ensuite tout ce qui se trouve approximativement après le pont, qui était en légèrement meilleur état, pourrait en théorie être réparé, flotté et remorqué pour une démolition plus facile. L'autre option était de laisser l'Arizona en place, de récupérer ce que vous pouviez pour la réutilisation sur d'autres navires, et sinon la laisser là où elle reposait. Ce dernier étant évidemment le chemin qui a été pris, et cela était principalement dû au fait que l'amiral Nimitz avait conclu que tout travail pour renflouer Oklahoma, Utah ou Arizona coûterait une énorme somme d'argent et des ressources et serait d'un très petit avantage pour la marine américaine. Comme il s'est avéré, évidemment, ni Utah ni Arizona ne seraient renfloués, bien qu'au final, Oklahoma le serait. Cela étant dit, en réponse à la même recommandation au milieu de mars, le Bureau des navires. Disons simplement qu'ils contiennent probablement certains des plus grands optimistes sur la planète à ce moment-là, parce que leur réponse se lit comme suit. Dans le cas de l'Arizona, ce bureau estime que la décision finale quant à son sort ne devrait pas être prise à ce moment. On estime que les conditions réelles à bord du navire devraient être davantage explorées. L'explosion du magasin a sans doute causé de grands dommages, mais il n'y a eu qu'un seul coup de torpille et plusieurs coups de bombe. L'explosion du magasin a gravement endommagé les superstructures à l'avant de la cheminée, mais l'ampleur et la nature exacte des dégâts concernant la résistance structurelle du navire restent incertaines. L'expérience a démontré que la remise en état d'un navire gravement endommagé est bien plus facile après sa mise en cale sèche et l'élimination des débris que ce qui semble possible lors des opérations de sauvetage. Maintenant, bien qu'ils aient reconnu qu'il était possible que toute idée de sauvetage puisse être abandonnée, je pense que ce paragraphe le rend clair que quelqu'un qui a écrit cela n'avait probablement pas été à Pearl Harbor et n'avait pas jeté un coup d'œil au navire en premier lieu parce que, comme vous pouvez le voir, ils étaient une sorte de voie solitaire dans le désert suggérant que peut-être, juste peut-être, l'Arizona pourrait ne pas être en si mauvais état et pourrait être remis en état, c'est-à-dire réaménagé pour être à nouveau utilisé en service,
Vous savez, malgré comme ils l'ont reconnu, le magazine Ford ayant explosé, maintenant ce débat particulier, a fait du bruit en arrière et en avant tout au long de 1942. En juillet, tout le monde sur place disait essentiellement qu'il n'y avait aucune chance de récupération de valeur significative. Allant au-delà de ce qui avait déjà été fait en ce qui concerne les tourelles de canon, et à la fin de 1942, tout le monde avait accepté que ce serait probablement le cas. Il y a eu pas mal de réflexions par la suite sur comment donc démanteler le navire sur place, ou peut-être en flottant la section arrière et des arguments de cette nature, y compris une proposition bizarre de refaire flotter une partie ou la totalité du navire et de l'utiliser comme banc d'essai pour torpilles, a continué jusqu'en 1943, jusqu'à ce qu'éventuellement vers la fin de 1943 tout soit arrêté et l'Arizona a été laissée dans un état assez proche de celui qu'elle est vue aujourd'hui. Mais les conversations sur ce qu'il faut exactement faire avec l'épave se déroulaient quelque peu séparément de l'analyse de comment le navire avait réellement fini en tant qu'épave. La première tentative de comprendre tout cela a été soumise en janvier 1942. Pas tout à fait 2 mois après que l'Arizona ait été détruit, et a été écrit par le commandant Alfred Homan. Parmi d'autres rapports, il a écrit une paire de courtes notes au bureau des navires parlant des dommages subis par l'Arizona et de ce qu'il avait pu déduire des comptes rendus des survivants sur ce qui se passait sur l'Arizona dans les minutes précédant sa destruction. Maintenant, comme une note avant que je lise le document, nous savons évidemment maintenant que tous les bombardiers qui étaient dans la première vague transportaient des bombes de 1760 livres adaptées à partir d'obus perforants de 16 pouces. Évidemment, le 28 janvier 1942, ils ne le savaient pas. Donc, quand ils décrivent les différents poids de bombes, rappelons qu'il s'agit de leur meilleure estimation concernant les obus armures perforantes de 16 pouces adaptés. Le document se lit comme suit. Le United States Ship Arizona, dans la mesure où cela peut être déterminé, a subi 8 impacts de bombes et un impact de torpilles qui ont complètement détruit le navire en avant du cadre 88 par le feu et l'explosion des magazines avant, l'incendie ayant finalement été éteint après avoir brûlé pendant 2 jours. On pense qu'un équipement considérable après le cadre 90 peut finalement être récupéré. Les informations détaillées requises par la référence C sont les suivantes. Général, tous les dommages de bataille, le United States Ship Arizona était amarré à la place Fox Sept à Pearl Harbor dans 7 fathoms et demi d'eau lorsque l'attaque a eu lieu à 7h55 le 7 décembre 1941. Le tirant d'eau avant l'attaque était approximativement comme suit, à l'avant 32 pieds, 6 pouces et à l'arrière 33 pieds. Bombardements. Une bombe de 500 livres a frappé la plaque frontale de la tourelle numéro 4 du côté tribord, a dévié et a traversé le pont au cadre 123, côté tribord du pont arrière, entre la trappe du capitaine et la tourelle numéro 4 et a explosé dans l'office du capitaine, détruisant l'office du capitaine et l'office de l'amiral. Un petit incendie a commencé qui semble s'être éteint en peu de temps. Un obus de 226,8 kg a touché le navire au cadre 85 sur le pont de galerie bâbord. Le trou dans le pont mesure environ 24 pouces de diamètre, mais sa profondeur est inconnue. 3. Une bombe de 500 livres ou de 1000 livres a frappé au cadre 96, côté bâbord du pont arrière, dans le rangement mètres cubes. La profondeur de pénétration est inconnue. Le trou dans le pont fait environ 24 pouces de large. 4. Une bombe d'environ 1000 livres a frappé sur le pont du bateau juste devant la cheminée, cadre 67. La largeur du trou sur le pont du bateau est d'environ 4 pieds, la profondeur de pénétration n'est pas connue. 5. Une bombe lourde d'environ 1000 ou 2000 livres est descendue par la cheminée. L'étendue des dégâts n'est pas connue. 6. Une bombe a frappé, taille de la bombe inconnue, sur le pont du bateau au cadre 66 côté port par le monte-charge de munitions du canon anti-aérien numéro 4. L'étendue des dégâts causés par cette bombe n'est pas connue. 7. Une bombe lourde perforante d'armure de plus de 1000 livres a frappé Vauxhall par la tourelle numéro 2 qu'on croit avoir pénétré jusqu'au magasin de poudre noire, déclenchant les magasins de poudre sans fumée adjacents et causant l'explosion qui a détruit le navire à l'avant. D'après le rapport du commandant de l'United States Ship Vestal, qui était amarré à côté de l'Arizona à bâbord, de la proue à la poupe, l'Arizona aurait subi un coup de torpille à peu près à la hauteur de la 35e structure côté bâbord. Les dégâts de la torpille ne peuvent pas être déterminés car le navire dans cette zone a été totalement détruit.
Les réservoirs de mazout extérieurs étaient remplis à 95% de leur capacité dans la zone du possible coup de torpille. Au début de l'attaque, le navire était en condition matérielle rayon X, avec les portes étanches habituelles fermées sous le troisième pont, sauf que les aéroports au-dessus de la ligne de flottaison étaient ouverts. La condition Z était partiellement établie avant la destruction du navire. Les magasins arrière ont été volontairement inondés pendant l'attaque. Il y a donc 4 éléments clés d'information dans ce rapport, à part le fait évidemment qu'il ne savait pas à propos des bombes de 1760 livres et l'attribuait à des bombes de 500 000 livres ou occasionnellement de 2000 livres. Premièrement, Arizona avait en fait subi un certain nombre de frappes de bombes, ce qui est important pour toute analyse de ce qui aurait pu arriver à l'Arizona si elle n'avait pas subi ce coup de magazine. Certains dommages plus profonds n'ont pas pu être quantifiés en raison de l'explosion subséquente plus grande qui a perturbé tout effort pour atteindre cette zone, ou en effet probablement détruisant des parties de cette zone par lui-même. Il faut dire que jusqu'à ce que cette bombe frappe les magazines, l'Arizona ne semble pas avoir subi de dommages qui la rendraient incapable d'être réaménagée. Certainement, elle n'était nulle part de si mal en point que quelque chose comme la Virginie de l'Ouest. Le deuxième point à noter est qu'à l'époque, il pensait qu'une bombe était descendue dans la cheminée et nous verrons pourquoi il pensait cela un peu plus tard. Troisièmement, il pensait qu'elle avait été torpillée au moins une fois en raison du rapport de l'United States Ship Vestal, bien que, comme nous le verrons plus tard, un examen ultérieur a prouvé que ce n'était pas le cas, et enfin, nous avons la première estimation de pourquoi le magazine a explosé, spécifiquement que cette bombe pénètre dans le magasin de poudre noire qui déclenche le magasin de poudre sans fumée, qui est le magasin principal, si vous voulez, ce qui provoque alors l'explosion globale. La raison pour laquelle l'Arizona transportait à la fois de la poudre noire et de la poudre sans fumée à l'époque était que lorsqu'il s'agissait des charges qui propulsaient ces obus à longue portée, du moins pour les canons de 14 pouces lorsqu'elle avait été construite, elle utilisait de la poudre sans fumée comme charge principale, mais celle-ci est quelque peu difficile à faire exploser, et donc la poudre noire est utilisée comme détonateur ou initiateur, ou comme vous voulez l'appeler, mais essentiellement pour déclencher la charge principale. Maintenant, dans les navires de guerre plus récents, et si certains d'entre vous font une visite de navire-musée d'un cuirassé de classe North Carolina, South Dakota ou Iowa, vous remarquerez que la charge de détonateur, la charge d'amorce si vous voulez, est intégrée à la charge principale elle-même, mais dans les navires plus anciens, ce n'était pas toujours le cas. Il y avait des plans pour changer leur charge à cela, mais à l'origine, la charge de poudre noire était séparée des charges principales, et parce que la poudre noire était beaucoup plus sensible, elle était stockée dans une zone séparée des magasins, mais comme je l'ai dit plus sur cela plus tard. L'autre rapport auquel nous avons fait allusion du 28 janvier 1942 concernait le contrôle des dommages. Il se lit comme suit. Les informations concernant les conditions pendant et après les attaques aériennes du 7 décembre 1941, requises par les paragraphes lettrés dans la référence A, une lettre circulaire fournissant des informations à de nombreux destinataires, sont soumises comme suit. 1. Les seules informations disponibles concernant l'état matériel au moment de l'attaque proviennent des déclarations des quelques survivants qui étaient à bord pendant le raid. Les travaux exploratoires ont jusqu'à présent été limités au pont principal et secondaire à l'arrière et n'incluent pas les parties les plus vitales du navire. Des conclusions peuvent être tirées des habitudes et pratiques connues de l'équipage. À 7h55, un dimanche matin, presque toutes les portes et installations d'X étaient fermées, sauf quelques exceptions. De nombreuses portes et installations YEC étaient encore fermées depuis la veille. De nombreux espaces d'ingénierie, ceux qui n'étaient pas réellement en usage, étaient en condition Z et verrouillés. Cela incluait les allées d'arbres, les salles des moteurs et de feu, mais pas les dynamos, évaporateurs et machines à glace. Dès partie 1, cette attaque était si soudaine que peu de temps a été laissé pour établir la condition Z avant que les magazines de Ford n'explosent et ne démolissent complètement tout le navire en avant du cadre 88 de partie 2. D'après les déclarations des survivants, on pense que la condition matérielle Z était presque établie dans les tourelles 3 et 4, mais pas complètement établie. Il n'y avait pas de survivants des tourelles 1 et 2, mais il n'y a aucune raison de croire qu'ils n'étaient pas également en condition Z, ou très près de l'être. Des parties 3, il y a de bonnes raisons de croire que la division de la chaudière et la partie B du navire en dessous du troisième pont étaient probablement en condition Z peu de temps après le début de l'attaque et probablement avant que la bombe ne soit observée en descendant la cheminée. Des parties 4, à partir de l'expérience de la mise en condition Z, des déclarations des survivants et des travaux exploratoires jusqu'à présent,
Il est assez certain que la condition Z n'était pas complètement établie sur le troisième pont et probablement que la plupart des écoutilles blindées du troisième pont étaient encore ouvertes. Cela peut être encore amplifié à mesure que les travaux de sauvetage progressent. La destruction totale de la partie avant du navire rendra difficile l'obtention d'informations positives concernant cette partie du navire. Environ 15 minutes après le début de l'attaque, les magasins avant ont explosé, rendant vains tous les efforts pour fermer le navire. La destruction totale sans survivants de n'importe quelle position du navire rend difficile de déterminer l'efficacité de la compartimentation étanche. Le navire a coulé pendant plusieurs jours avec de l'air s'échappant dans de nombreuses zones, suggérant que certains espaces se sont remplis d'eau lentement. Les déclarations des survivants indiqueraient cependant que l'inondation était générale après l'explosion du magasin. L'eau a rempli la tourelle 4 à un rythme très rapide et cela n'aurait pas été le cas si Z avait été complètement réglé. Certaines portes-balles arrière auraient pu être rompues par une bombe qui a frappé la tourelle 4 sur la plaque latérale, mais il n'y a pas encore de preuves positives. Aucune information n'est disponible. De nombreux incendies ont été déclenchés par les impacts de bombes et toute la partie avant du navire a été incendiée après l'explosion du magasin. Les ponts brûlaient facilement et beaucoup d'huile flottante a augmenté l'incendie. Le vent a porté la fumée en avant, de A dans un nuage noir obscurcissant tout en avant. Des fumées et de la fumée jaune ont émané de certains pendant un certain temps des trous de bombes JKL et M. Le tir initial dans la cheminée a perturbé le principal. Le principal incendie et les pompes de cale ont été perturbées et il n'y avait pas d'eau pour combattre les incendies. Le dioxyde de carbone a été utilisé sur le pont arrière pour arrêter les petits incendies, mais le grand incendie à l'avant était complètement hors de contrôle. Il n'y avait pas d'occasion d'observer l'efficacité de l'équipement de lutte contre l'incendie N. La destruction précoce des espaces d'ingénierie a coupé l'électricité, la lumière et le téléphone sur le navire. Les lampes de poche ont été efficaces dans les tourelles, mais l'approvisionnement était insuffisant pour l'urgence. De nombreux hommes ont été gravement brûlés, parfois mortellement, suite à l'explosion des magasins. Des vêtements ignifuges auraient pu réduire ces pertes, donc quelques éléments sont attribués à cette supposée bombe, descendant par la cheminée qui, comme nous le verrons plus tard, ne s'est en réalité pas produite, mais dans l'ensemble, il ne contribue pas matériellement à la façon dont le navire a été perdu, pour être honnête. Au moment où le magazine se déclenche, comme indiqué ailleurs, tout dans les espaces d'ingénierie était déjà mort et cassé. Donc, l'équipement de lutte contre l'incendie n'aurait été d'aucune utilité, quoi qu'il en soit maintenant, en ce qui concerne ceux IATZ, termes qui sont contenus dans ce rapport, évidemment pour ceux d'entre vous qui sont soit dans la marine américaine, soit ont été dans la marine américaine, vous saurez exactement ce qu'ils signifient. Pour ceux d'entre vous qui pourraient ne pas savoir, la condition d'X est la manière dont le navire est configuré lorsque le navire n'est en aucun danger d'attaque, ou de tout danger naturel. Il y a diverses portes à l'intérieur d'un navire et elles devraient être marquées d'un X, Y ou Z, donc pendant la condition X, c'est-à-dire la procédure normale en temps de paix. Les portes marquées d'un X doivent rester fermées, mais les portes marquées d'un Y ou d'un Z peuvent être ouvertes. La condition y est établie lorsque le navire est en mer, entrant ou sortant d'un port, ou un portant pourrait potentiellement se mettre en route, ajoutant un niveau supplémentaire. Donc, à ce moment-là, toutes les portes marquées d'un X ou d'un Y doivent rester fermées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Et puis la condition Z implique de fermer toutes les portes marquées X, N ou Z et la condition Z, et de spécifier comme ce que vous devez régler pendant les quarts généraux. Lorsque des victimes sont présentes dans tout le navire lors de l'entrée ou de la sortie d'un port en temps de guerre, ou à tout moment où le navire est en danger contre le feu, les inondations ou autres dommages. Donc, en effet, ce que dit le rapport, c'est que, en termes de sa capacité à résister aux dommages entrants, l'Arizona était presque entièrement prêt à recevoir ces dommages. Elle était presque en condition Z, mais pas tout à fait. Elle était à mi-chemin entre Y et Z au moment de la détonation, et d'après les rapports de partout ailleurs dans le navire où il y avait des survivants, il n'y a aucune raison particulière de supposer que la partie avant du navire aurait été plus avancée dans ce processus, donc ils auraient eu certaines conditions, leurs portes fermées, mais peut-être pas toutes. C'est donc ce que la marine américaine pensait au début de 1942. Une des choses que nous avons mentionnées est que comme le magasin de poudre, et certaines personnes ont dit, ou bien en fait non, l'Arizona aurait utilisé les charges de conception plus récentes où les sacs de poudre noire font partie de la charge plutôt que séparée, et donc cette détonation des magasins de poudre noire n'aurait pas pu se produire.
Mais cela est carrément contredit par les propres enquêtes de la marine américaine en 1943, car suite à l'analyse initiale que nous venons de regarder en 1942, une analyse beaucoup plus approfondie a été entreprise en 1943 au moins, en termes d'évaluation de ce qui avait exactement été sur le navire et donc de ce qui aurait pu se passer. La demande pour cette analyse a été faite au début de l'été et le rapport a été livré en octobre 1943, soumis par un certain capitaine R. Payne. Les 3 premières sections du rapport décrivent les efforts des plongeurs, leur destination, les conditions rencontrées, etc. Bien qu'intéressantes, elles ne sont pas pertinentes pour notre examen des dommages et de la cause de la perte. Nous reprenons donc le récit à la section 4, partie A. En raison des dommages structurels et des débris dans la partie avant du navire, il a été impraticable de déterminer le chemin d'entrée de la bombe qui est signalé dans la référence B comme ayant frappé le navire près de la tourelle 2. Les dommages structurels plus importants à l'avant de la tourelle rendent cela probable. Surtout du côté bâbord, que la bombe ait pu pénétrer du côté bâbord de la tourelle 1. B, on croit, d'après les conversations avec le personnel qui était attaché au navire à l'époque et le contenu des magazines avant l'attaque du 7 décembre. 1941 qu'il contenait comme suit 1. 308 obus de 14 pouces dans chaque tourelle numéro 1 et 2 sur les ponts des tourelles et dans les salles de manutention sur la première plateforme 2. 616 boîtes de poudre sans fumée pour chaque tourelle numéros 1 et 2 réparties dans 6 magazines accommodants. Un 424M, A420M, A414M, A413M, A421M, et un 423M sur la première plateforme. 3 boîtes de 25 livres et 150 charges, numéro 3 de poudre noire entre les tourelles numéro 1 et 2 dans le magazine de poudre noire A4 1/5M sur la première plateforme, 3500 boîtes de poudre sans fumée de calibre 50 et 1 de 5 pouces dans les magazines de poudre de 5 pouces en poudre avant répartis à peu près également entre les magazines sur les premières et deuxièmes plateformes A423 1000 il A431 1000 il et A324 1000 il, environ tour de calibre. Munitions anti-aériennes dans le magazine de calibre 50 avant A408 000. Sexe. Environ 3500 projectiles de calibre 5 pouces.51 dans les passages de munitions au milieu des navires B504 000 il et B505 000 il sur le 3e pont. 7. Munitions d'armes légères. Approximativement 100 000 cartouches de calibre, 5 000 cartouches de calibre 45 et 1000 il amorces de service dans un A4 7000 sur la première plateforme, 875 amorces de 14 pouces dans chaque tourelle, numéro 1 et 2 dans la chambre à feu, et 950 détonateurs électriques dans le coffre A511-2T sur le 3e pont. Donc, pour interrompre brièvement ici, ce que le capitaine Payne avait fait, c'est qu'il avait parlé aux survivants, il avait regardé ce que le manifeste du navire disait dans la période immédiate précédant le 7 décembre, et il avait déduit que, en fait, le magasin A415 000 contenait en effet une quantité assez significative de poudre noire, rien que les boîtes de 25 livres présentes représentaient environ 1/3 de tonnes de poudre à canon, sans parler des 150 charges impaires numéro 3, reprenant la section de rapport 100. Il semble que l'explosion dans les magasins avant a été évacuée par les côtés du navire d'environ la trame X à environ la trame 70 et est montée à travers les ponts devant la tourelle numéro 1. En raison de l'étendue générale des dommages intérieurs entre les cadres 10 et 70, il est difficile de déterminer les exacts magasins dans lesquels une détonation de haut ordre a eu lieu, bien que les dommages les plus sévères se situent entre les cadres 10 et 33. Et les restes suivants de munitions ont été trouvés sur ou à proximité du navire. Dès partie 1, des grains de poudre de 14 pouces non brûlés ont été trouvés sur le pont arrière du US Tennessee, amarré à la place F6 en avant de l'USS Arizona à une distance d'environ 400 pieds, sur l'île de Ford à environ 150 mètres de la rive, ou une distance totale d'environ 900 pieds du navire sur les parties non brûlées de l'Arizona et dans la boue et les débris autour et à l'intérieur du navire. Un bidon de poudre de 14 pouces a été trouvé au fond du tube de la tour de contrôle au-dessus de l'ouverture de la trappe. De partie 3 canettes de poudre de 5,50 et un calibre explosé.
ont été trouvés le long de la plage sur l'île de Ford à une distance de 350 à 400 pieds sur le dessus de la clé avant F7S à laquelle le navire était amarré. Et dans la boue autour des côtés du navire et de parties 4 projectiles de 5 pouces 50 et un calibre non explosé ont été trouvés dans la boue sur le côté tribord, opposés au cadre 54 et 2 à 65 et dans la partie arrière des compartiments B 504, 1000 îles et B 505, 1000 îles. Aucune munition intacte n'a été retrouvée à l'avant du navire. Partie 5. Comme demandé au paragraphe 1e de la référence A, les annexes 1, 2 et 3 sont transmises pour indiquer les principaux dommages résultant des impacts de bombes et de l'explosion subséquente des magasins avant. D'après les rapports des plongeurs, voici les informations supplémentaires sur les dommages, généralement décrits de l'arrière vers l'avant, à l'exception des dommages intérieurs indiqués dans l'annexe 2. Le navire après la structure 78 est presque intact. B. Aucune preuve d'impact de torpille n'a été trouvée. Bien que l'état du fond plat vers l'avant à l'intérieur des zones recherchées comme décrit dans le paragraphe 2A ne soit pas connu, la structure du fond dans la partie avant du navire n'est pas accessible de l'intérieur et est encastrée dans la boue à l'extérieur. La ceinture d'armure et la cloque sont quasiment en place. À l'exception des dommages indiqués sur l'annexe 2D en relation avec la plongée intérieure énumérée au paragraphe 2B ci-dessus en raison des débris, les plongeurs n'ont pas pu pénétrer plus avant. Que la trame 76 sur les ponts principal et second pas en avant de la cloison 78 en dessous du troisième pont. Cependant, sur le troisième pont, dans les passages de munitions A504M et A505M, l'accès était possible aussi loin que la trame 66. Dans ces espaces, le deuxième pont s'inclinait vers l'avant et le troisième pont était fendu et soufflé vers le haut en général. Il était impossible d'accéder au passage du pompier Saint Inc. Saint 1 sur le troisième pont. À partir d'environ la trame 62 bâbord et tribord, les côtés du navire depuis le haut de l'armure jusqu'au pont supérieur ont commencé à se gonfler vers l'extérieur et en avançant, ce gonflement et cet arrachement de la structure interne se sont accrus de sorte qu'entre les trames 50 et 10, les côtés étaient soufflés vers l'extérieur presque à une position horizontale avec des portions des ponts supérieurs et principales attachées dans certaines zones entre les trames 34 et 10. Les ponts se sont effondrés et ont incliné vers le bas de la trame 70 à la trame 34 environ. Entre les trames 45 et 34, le pont supérieur est à environ 3 pieds en dessous du haut de l'armure du côté tribord et approximativement au sommet de l'armure du côté bâbord. Les plongeurs ont localisé, mais en raison des débris en dessous, ils n'ont pas pu entrer par l'écoutille à la trame 41 du côté tribord du pont supérieur. Ils ont pu atteindre le deuxième pont par l'écoutille correspondante du côté bâbord, mais ils n'ont pas pu quitter les environs immédiats sur le pont principal ou le deuxième pont en raison des débris et du bois flottant. L'armure d'absorption, la tour de contrôle et le tube d'armure et les tourelles numéro 1 et numéro 2 ont chuté de leur position normale comme indiqué sur l'annexe 2. Et le grillage d'armure d'absorption dans le pont principal a été examiné autant que les débris des absorptions le permettaient et est considéré comme intact. Les débris sous la trappe au fond du tube d'armure de la tour de contrôle ont empêché le plongeur de quitter les environs immédiats. L'accès à la trappe a été obtenu à l'intérieur du tube après le retrait de la tour de contrôle K. Aucun dommage n'a été trouvé dans la chambre à canon et le puits à canon dans la tourelle, où ils étaient déshydratés par pompage en relation avec le retrait des canons, des glissières et de l'équipement associé. Le pont supérieur entre les cadres 10 et 34, y compris les guépards et les arbres, a été roulé vers l'avant et autrement soufflé comme indiqué sur l'annexe. 2 portions du pont principal et du deuxième pont d'environ les cadres 10 à 20 ont été soufflés vers l'avant, avec le pont supérieur autrement, en raison de la mauvaise visibilité sous-marine, il n'a pas été pratique d'identifier les différents membres structurels. Ce qui semble être une partie du platelage du deuxième pont est à environ 8 pieds sous le sommet de l'armure sur le côté tribord et sur le côté bâbord. Le niveau général de l'épave est considérablement plus bas à la ligne médiane à l'avant du numéro 1 bar, mais le niveau de l'épave est à environ 28 pieds. Sous le sommet du bar B, les assemblages de verre et de roues pour les guindeaux tribord et central ont été trouvés encore boulonnés à une partie du troisième pont et l'assemblage bâbord était manquant.
Maintenant, en dehors de la description plutôt sèche des dégâts horribles à l'avant de l'Arizona, il y a 3 points principaux à retenir de ceci. Il n'y avait aucune preuve d'un coup de torpille. En fait, il semble que c'était probablement un raté de peu d'une bombe larguée en même temps ou presque en même temps que la bombe qui a réellement détruit l'Arizona. Et elle a atterri si près de l'Arizona que les gens dans le Vestal pensaient que c'était une torpille frappant le navire. Deuxièmement, la grille, en gardant à l'esprit qu'avant il pensait qu'une bombe était descendue par le conduit, a été examinée et trouvée intacte, donc il n'y avait pas de bombe descendue par le conduit et dans les espaces moteurs. Et troisièmement, en général, il semble y avoir un peu plus de dommages du côté bâbord du navire que du côté tribord, ce qui indique que peut-être l'explosion était plus intense de ce côté et donc a potentiellement commencé de ce côté. Autre note intéressante mais secondaire est la nature des munitions non explosées découverte le fait qu'un nombre assez important de projectiles de 5 pouces non explosés et de boîtes de poudre a été trouvé. Était une indication assez claire que, bien que certaines de ces choses aient pu exploser, ce n'étaient probablement pas les magasins de 5 pouces qui étaient le point d'origine de la grande explosion. Et deuxièmement, la découverte de divers morceaux de poudre sans fumée de 14 pouces non brûlés a donné un indice potentiel que peut-être le magasin sans fumée de 14 pouces n'avait pas été à nouveau l'initiateur principal, ce qui tendait à concorder quelque peu avec le rapport précédent qui pointait les magasins de poudre noire de 15 pouces comme les principaux coupables, bien qu'en même temps la volatilité extrême de la poudre noire par rapport à la poudre sans fumée. Cela signifie que même si les magasins de poudre sans fumée avaient explosé en premier, il n'y aurait probablement aucune trace localisable du contenu du magasin de poudre noire. Cela nous amène à la fin de 1944 lorsque le commandant H. Holdsworth soumet l'analyse de la perte de l'Arizona le 31 octobre. Au cours de ce rapport, il fait référence à un film. Le film de l'Arizona en destruction, tel que disponible dans les archives nationales américaines, est en train de jouer au-dessus de vous en ce moment. Bien qu'au ralenti maintenant, la seule chose que vous réaliserez est que Vestal est à l'extérieur de l'Arizona et donc cela est pris du côté de l'île Ford de l'Arizona. Bien que pas nécessairement sur l'île Ford elle-même, ce qui signifie que l'alignement est complètement faux pour une raison quelconque. Lorsque cela a été numérisé horizontalement inversé. Dans cette vidéo, j'ai retourné cet extrait de film pour montrer l'orientation correcte. Et c'est ce à quoi nous nous référerons à partir de maintenant. Maintenant, une note qu'ils font référence dans ce rapport, et dans un suivant que nous allons lire à diverses images de séquences. Maintenant, je vais essayer de correspondre du mieux que je peux, mais évidemment, ils avaient accès aux images de celluloïdes individuels, donc ils peuvent faire des estimations très précises, alors qu'avec le numérique, je ne peux avancer qu'étape par étape et espérer que j'ai approximativement la bonne image, donc s'il y a des erreurs mineures, elles sont entièrement les miennes. Maintenant, dans ce rapport, les sections 1 et 2 sont essentiellement des mises en scène indiquant au lecteur où se trouvait l'Arizona et qu'il était en partie entre la condition Xy et la condition Z, mais nous allons encore les sauter pour des raisons évidentes, donc en commençant à la partie 3, il est dit que l'attaque a commencé à 07:55. Des bombardiers en piqué survolent la station aérienne de l'État naval sur l'île de Ford. Les mesures du paragraphe 2 sont en cours. Le passage de la condition I à Z est presque simultané. Une attaque de torpille a visé la rangée de cuirassés. Le commandant du Vestal dans la référence, a déclaré qu'à environ 08:20, une torpille a été vue passer à l'arrière du navire et cette torpille a apparemment touché l'Arizona dont la proue s'étendait presque 100 pieds au-delà de la poupe du Vestal. Il ajoute que l'Arizona a reçu un coup de bombe. Presque simultanément, le magazine avant de l'Arizona a explosé. La référence B mentionne 8 impacts de bombes sur le navire, dont un apparemment de grande taille et perforant l'armure. La référence B est l'analyse de 1942. Celui-ci a été signalé. Selon la référence B, l'explosion du magasin provoquée par un tir de la tourelle numéro 2 sur le gaillard d'avant a presque entièrement détruit le navire à l'avant du 4e mât. Partie 4. Référence à trouver des preuves de seulement 5 impacts de bombes, tous situés à l'arrière de la structure du 4e mât,
En même temps, le navire était si sérieusement détruit à l'avant de la structure du mât de misaine que les preuves d'un impact de bombes lourdes à proximité de la tourelle 2 auraient certainement été complètement oblitérées. D'autre part, la ceinture d'armure était substantiellement intacte et Pearl Harbor n'a trouvé absolument aucune preuve d'un impact de torpille dans ou juste en dessous de l'armure. Il peut donc être accepté comme un fait qu'une torpille n'a pas touché l'Arizona, l'étant dont toutes les références des différentes séquences d'événements vérifient raisonnablement bien, c'est-à-dire à 4 ou 5 minutes près. Il semble que l'Arizona ait échappé aux dégâts des torpilles lors de l'attaque initiale vers 8 heures du matin. On se souviendra que le Nevada a été touché par une torpille entre 8 heures et 8h10 et que le West Virginia a été torpillé à peu près au même moment. Après cette attaque, l'attaque de bombardement en piqué sur le cuirassé a commencé par les avions Kate, bien que ce fût en réalité un bombardement à niveau. C'était environ de 8h15 à 8h20. Selon les sources, les bombes qui ont frappé l'Arizona sont tombées entre 8h15 et 8h20 par exemple. Il semble que la Virginie occidentale a été frappée par des bombes à peu près à cette heure, tout comme le Tennessee. Il semble que le bombardement en piqué a continué d'environ 8h10 à 8h30. Dans cette phase de l'attaque, la référence F, dont une bande de film de 3 pouces sur 5 est disponible, comprend environ 400 images prises à la vitesse de 24 par seconde. L'emplacement de la caméra sur ces images était apparemment un point sur la rive nord-ouest de l'île de Kauai, où une base de ravitaillement était en construction à l'époque. L'emplacement exact est inconnu, mais la zone peut être localisée sur une carte de Pearl Harbor disponible. Les 45 premières de ces images montrent l'Arizona et le Vestal et incluent la proue du Nevada et la poupe de la Virginie occidentale. Les photos ne montrent aucun dommage sur l'Arizona, mais des preuves de l'incendie sur le gaillard d'avant du Vestal, frappé par une bombe apparemment avant 8h20, sont faiblement visibles. Le mât principal de la Virginie occidentale est également sur ces photos et montre une inclinaison nette indiquant que la Virginie occidentale avait déjà été torpillée avant les photos. Cela est cohérent avec les heures rapportées. La photo 46 montre clairement une explosion sur la proue de l'Arizona. On estime que la photo 46 a été prise dans les 5/10 de seconde suivant la détonation. Au fur et à mesure que les images avancent, l'incendie s'aggrave, finissant par engloutir tout le navire à l'avant du grand mât. Cette série continue jusqu'à la photo 208. Entre les photos 46 et 208, on peut noter le développement d'un jet de fumée noire provenant de la cheminée de l'Arizona. Ce jet de fumée noire a apparemment fait croire qu'une bombe était tombée dans sa cheminée. En réalité, Pearl Harbor n'a trouvé aucun dommage aux grilles d'armure, malgré des dégâts dus aux bombes à l'avant et à bâbord des prises d'air. Ces bombes ont sans aucun doute endommagé les prises d'air dans la salle de chauffe, non identifiées bien que certaines preuves indiquent que le numéro 6 était en usage. La fumée sortant de la cheminée révélait une combustion incomplète, non une explosion ou un incendie. En commençant par les images aux alentours de 106, les caractéristiques et l'aspect de l'incendie montré sont quelque peu similaires à ceux d'un incendie de pétrole. À divers endroits entre les images 46 et 208, on peut voir des explosions mineures sur le gaillard d'avant de l'Arizona et peut-être à l'arrière du Tennessee en relation avec cela. Voir les images 99 et 136, l'image 208 montre définitivement l'explosion du magazine dans laquelle la fumée noire dense de l'image précédente change en blanc et en objet lumineux. Peut être vue vers la fin de la bobine. La superstructure affaissée vers l'avant devient visible malgré la fumée et les flammes masquant la structure du mât de misaine. Dans la série de photos, suivant 208. L'image. 208 s'est produite environ 7 secondes, 24 images par seconde, après la détonation montrée dans l'image 46. Rien ne prouve que les caméras se soient arrêtées entre les images 46 et 208. Les preuves indiquent une détonation de bombes sur ou autour de la Vauxhall, provoquant un grave incendie impliquant de l'huile des réservoirs situés à l'avant du milieu du navire. L'incendie s'est vite propagé et intensifié, suivi après 7 secondes d'une explosion de magazine. Pour en examiner les causes, les caractéristiques des poudres sans fumée et noires ont été étudiées. Des informations du manuel de sécurité des munitions du 1er septembre 1941 par le Bureau des munitions du chef des munitions de l'armée américaine sont citées ci-dessous. De petites quantités de poudre sans fumée non confinée brûlent avec peu de fumée ou de cendre. Et sans explosion lorsqu'il est confiné ou en grande quantité, le taux de combustion augmente avec la température et la pression sous certaines conditions. Avec une initiation suffisante, la poudre sans fumée a été connue pour détonner lorsque la poudre sans fumée est stockée dans des magazines et des conteneurs ou des charges propulsives. Il n'y a aucune preuve indiquant que les incendies entraîneront un risque inhabituel. Des cas où la pression est assez grande pour causer des dommages structurels.
Ce son produit implique la combustion ou l'explosion de poudre sans fumée dans des circonstances normalement non rencontrées lors du stockage du matériel et des conteneurs. Il existe cependant des preuves irréfutables que les explosions de poudre de nitrocellulose jusqu'à de grandes tailles sont capables de se propager de boîte en boîte lorsqu'elles sont déclenchées par l'explosion de puissants explosifs. On peut conclure des conditions ci-dessus que la poudre sans fumée est difficile à détonner à la suite d'un incendie. Il est certain qu'avec une initiation suffisante, la poudre sans fumée explosera. En ce qui concerne les propriétés de la poudre noire, les informations pertinentes suivantes sont citées du même manuel. La poudre noire est considérée comme l'un des pires dangers explosifs. Lorsqu'elle est allumée sans confinement, elle brûle avec une violence explosive et explosera si elle est allumée même sous un léger confinement. Elle s'enflamme facilement par de minuscules étincelles, la chaleur et les frottements. La majorité des incendies de poudre noire sont causés par des étincelles et explosent si vite qu'il est impossible de tenter de les combattre. La plupart des explosions de poudre noire proviennent d'étincelles et la poudre noire en vrac est extrêmement dangereuse. On peut déduire que l'allumage de la poudre noire causera presque toujours une explosion. Selon la référence A, l'Arizona avait une pleine allocation de poudre sans fumée stockée dans 3 magasins de chaque côté du navire entre les cadres 31 et 48 sur la première plateforme. Ces 6 magasins alimentent à la fois les tourelles 1 et 2. Le magasin de poudre noire est situé sur la première plateforme sur la ligne centrale entre les cadres 37 et 39. Il contenait 1075 livres de poudre noire. On constatera que le magasin de poudre noire est entouré par les magasins de poudre sans fumée. Selon la référence A, suite à l'explosion du navire, des boîtes de poudre de calibre 50 et 2,5 cm ont explosé et ont été retrouvées sur la plage de Ford Island, à 350-122 mètres du côté tribord. Les magasins de poudre de 129,54 cm se trouvent sur la première plateforme après les magasins de poudre sans fumée de 35,6 cm entre les cadres 50 et 58 des deux côtés du navire. Les magasins de poudre sans fumée ont clairement détonné. Cependant, la cause de la détonation n'est pas claire. Une détonation de bombe à l'intérieur du magasin de poudre sans fumée pourrait probablement provoquer une détonation, bien que la poudre sans fumée en tant que telle ne représente pas un danger particulièrement grave. L'expérience de l'armée indique qu'il est difficile de détonner de la poudre sans fumée à la suite d'un incendie à moins que le confinement, la température, la pression et une haute densité de chargement ne soient présents. Notre propre expérience de guerre a indiqué qu'un intervalle de temps appréciable, plus long que 7 secondes, est nécessaire pour que ces facteurs s'accumulent et créent une détonation de masse suite à un incendie. Un incendie pourrait se propager au magazine via des écoutilles ouvertes sur le 3e pont. Il y a 5 de ces écoutilles à proximité des parilles de barres 1 et 2, dont une est presque directement au-dessus du magazine de poudre noire. Il est possible qu'un des projectiles perforants de 40,64 cm modifiés que les Japonais utilisaient pour les bombes ait pu pénétrer le pont blindé STS de 4 pouces et déclencher un incendie suivi de la détonation des magazines de poudre sans fumée. Cela semble cependant plutôt improbable compte tenu de la petite charge explosive de moins de 31,75 kg de TNT dans ce type de bombe et du fait que les images 46 à 208 montrent que l'incendie initial était définitivement au-dessus de la ligne de flottaison et de grande envergure. D'autre part, la détonation de 1000 livres de poudre noire pourrait facilement déclencher une détonation de la poudre sans fumée de 14 pouces. La poudre noire aurait pu détonner soit à la suite d'une détonation de bombe sous le 3e pont, soit à cause d'un incendie au-dessus du 3e pont se propageant jusqu'au magasin de poudre noire à travers des écoutilles ouvertes dans le pont blindé. D'après les preuves, on pense que ce dernier est plus probable. Dans tous les cas, les 6 magasins de poudre sans fumée de 14 pouces et les 2 magasins de 5 pouces ont détonné. L'effondrement du mât de misaine n'était pas causé par l'explosion du magasin principal, parmi d'autres facteurs étranges. Une bombe a frappé près de la jambe de port du trépied au niveau du pont, la coupant. La jambe de tribord seule n'a pas suffi à empêcher l'effondrement vers l'avant de la superstructure. La tourelle, 1 avec sa barbette, est tombée verticalement d'environ 22 pieds, et la tourelle, 2 avec sa barbette, est tombée d'environ 23 pieds. Entre les cadres 10 et 70, toute structure au-dessus de l'armure latérale a été démolie ou manquait, mais la ceinture d'armure est restée en place. De courts morceaux de la coque étaient projetés presque horizontalement vers l'extérieur en haut de la ceinture d'armure des deux côtés. En somme, il est indéniable qu'au moins une bombe a touché et pénétré le pont de Vauxhall, près de la tourelle 1 ou 2.
Cette bombe, et peut-être d'autres, a provoqué un incendie intense qui a rapidement recouvert tout Vauxhall. L'huile à la surface de l'eau a pris feu environ 7 secondes après le début de cet incendie, et après la détonation initiale de la bombe, les principaux magasins ont explosé, détruisant presque entièrement le navire en avant du cadre 70. Les magasins de poudre sans fumée ont assurément détoné massivement. On ignore si cette détonation de masse provient d'une bombe dans les magasins de poudre sans fumée ou noire, ou d'un feu se propageant jusqu'au magasin de poudre noire via des écoutilles ouvertes. Cependant, le délai d'environ 7 secondes entre la première détonation et celle des principaux magasins, ainsi que l'intensificateur visible au-dessus de la ligne de flottaison, rendent cette dernière hypothèse plus plausible. Ce cas sera discuté avec les représentants du bureau de l'ordonnance lorsque l'occasion se présentera. Cela dit, il y a quelques problèmes avec ce rapport. Comme cela a été souligné dans l'article, l'étude de la perte du cuirassé Arizona par la marine américaine de Chris Wright et Bill Durans, qui a été publiée dans le volume 39 numéro 3 de Warship International en 2002, souligne qu'une récente révision du paragraphe 14 ci-dessus, qui concerne l'effondrement le mât principal du mât de misaine s'est effondré, entraînant la tour de contrôle blindée et le tube pesant environ 400 tonnes. Ceux-ci étaient rigidement attachés au pont de la superstructure. L'étude des photographies endommagées montre que la tour de contrôle est tombée verticalement après que les cloisons de soutien en dessous ont été soufflées. Le poids de la tour de contrôle blindée a entraîné la superstructure avec elle, le mât à trépied suivant. Toute la superstructure à l'arrière de la tour s'est inclinée vers l'avant, restant attachée à son extrémité arrière, tandis que la structure avant s'effondrait. Les 2 niveaux du pont au-dessus de la tour de contrôle, d'une hauteur totale d'environ 15 pieds, se sont effondrés dans un espace d'environ 6 pieds de haut au-dessus de la tour. Ces 2 niveaux de pont comprenaient le pont de l'amiral et la timonerie. Le pied vertical principal du mât de trépied avant pouvait soutenir les sommets de contrôle ci-dessus. Ce mât principal incorporait un tronc d'accès vertical interne ainsi que des câblages pour les systèmes de contrôle de tir dans les sommets et était donc également plus grand qu'il ne devait l'être uniquement à des fins de soutien structurel. Les jambes latérales ont été ajoutées pour empêcher la jambe principale de s'effondrer latéralement à cause du roulis du navire ou, dans une moindre mesure, vers l'avant ou l'arrière en raison du tangage. Donc, les dommages à l'une des jambes de soutien latérales n'ont pas provoqué la chute du mât de misaine vers l'avant. Le système de mât est resté sensiblement intact alors qu'il tombait vers l'avant malgré le mouvement de fouettement sévère subi dans le mât de trépied avant immédiatement après l'incendie du magazine principal avant. Il y a aussi une certaine contradiction dans le rapport car il attribue une partie de l'incendie au réservoir d'huile percé dans le navire, mais aussi potentiellement que la bombe n'atteint pas les magazines et que le feu se propage de haut en bas à travers les écoutilles. Maintenant, que ces écoutilles étaient ouvertes ou non, exactement à quel point le navire était en condition, et évidemment comme mentionné plus tôt, nous ne savons pas, mais si la bombe n'a pas pénétré le pont blindé au-dessus et a commencé un incendie qui s'est propagé à travers les écoutilles, alors elle n'aurait pas pu déclencher l'huile qui était dans des réservoirs qui étaient encore plus bas dans le navire. Inversement, si les réservoirs d'huile étaient en feu, cela suggérerait que la bombe avait effectivement traversé presque tout le navire et avait détonné dans les réservoirs d'huile ou à proximité d'eux. Donc, il y a un peu d'incohérence là. Voici enfin le dernier élément de preuve. La dernière pièce de preuve de l'analyse de la marine américaine que nous allons examiner est un mémorandum qui a été déposé en novembre 1947 par le commandant Menifee. Je pense que c'est ainsi que vous prononcez son nom de toute façon. Et une fois de plus, il y a une mise en scène dans les premiers paragraphes que nous allons sauter. Donc nous reprenons avec dans les 45 premières images, il n'y a aucun dommage apparent à l'Arizona. Cependant, il y a des preuves qu'elle a peut-être déjà été touchée par des bombes juste en avant de la tourelle 1. De la fumée est visible au pied du poteau de roi avant. Quelques preuves sur Vestal. De la fumée devant l'Arizona et en ligne avec la Virginie occidentale, une volute blanche sur l'eau qui pourrait être le jet d'une bombe proche. La Virginie occidentale a déjà subi des dégâts importants, la fumée de l'incendie étant très visible. Entre les images 45 et 46, il y a eu une période de temps indéfinie. Cette période de temps est indiquée par la main qui apparaît sur le côté droit de l'image 46, la disparition de l'obstruction sur le côté gauche des images, le mouvement du pilotis à l'arrière du remorqueur au premier plan par rapport à Vestal et l'apparition de la fumée de la cheminée de Vestal. Tennessee apparaît pour la première fois dans l'image 46, alors que West Virginia est presque cachée par les flammes à la proue de l'Arizona. L'image 46 montre clairement une explosion à la proue de l'Arizona.
La flamme semble être aussi haute que le mât et très peu de fumée est associée à la flamme. Sur l'image 53, de la fumée noire commence tout juste à s'élever verticalement de la cheminée de l'Arizona. Entre les images 53 et 110, la fumée noire de la cheminée s'élève verticalement à une hauteur environ 3 fois celle du mât de misaine en environ 2 secondes et demie. On pense que l'effet est similaire à celui observé à Crossroads, les expériences de bombes atomiques de 1946 avec des cibles de navires, après le test A, lorsque la suie a été secouée et aspirée hors des cheminées des navires morts. Si c'est le cas, cela prouve que la photo 46 a été prise très peu de temps après l'explosion sur la proue de l'Arizona et que cette explosion était d'une ampleur considérable. Le rapport examine ensuite divers détails dans des cadres spécifiques, mais nous le reprenons au paragraphe 15. Les preuves ne sont pas claires quant à savoir si la bombe a pénétré le troisième pont, ou un incendie provoqué par la détonation de la bombe a traversé une écoutille ouverte vers les magasins du troisième pont. La référence a indiqué que la plupart des écoutilles blindées sur le pont principal étaient probablement ouvertes à ce moment-là, et la référence a indiqué que des fragments de 4 des 5 bombes dont on a trouvé des preuves certaines ayant touché l'Arizona ont pénétré le troisième pont. La 5e bombe a frappé la plaque frontale de la tourelle 4, ce qui peut expliquer sa détonation au-dessus du 2e pont. Il semble y avoir eu un intervalle de quelques secondes entre l'impact de la bombe et l'explosion du magasin. Selon la déclaration de l'enseigne Heim, le quartier maître a pu signaler l'impact de la bombe sur la tourelle 2 avant l'explosion du magasin. Le tremblement du navire est une preuve certaine d'une explosion de magasin plutôt que de la détonation d'une bombe perforante d'armure à partir des caractéristiques connues de la poudre sans fumée et de la poudre noire énumérées au paragraphe 10 de la référence A. On croit que les 1075 livres de poudre noire dans le magasin A4-1-5000 ont détonné. On croit que cette détonation est montrée dans l'image 46. Antenheim a rapporté qu'il a pu quitter le pont après l'explosion du magasin et se diriger vers la superstructure à 4 mâts jusqu'au pont arrière. Le feu de l'image 208 aurait rendu cela impossible. La fumée qui s'est rapidement élevée hors de la cheminée à partir de l'image 53 est la preuve d'une explosion de grande proportion. Très peu de temps après l'explosion de la poudre noire, un incendie a commencé dans l'un des magasins de poudre sans fumée. La preuve de cet incendie est visible sur le côté avant de l'incendie à partir de l'image 61. Les images 99 à 1 et 40 indiquent une évolution supplémentaire de cet incendie. À l'image 160, l'incendie semble s'être stabilisé et reste ainsi jusqu'à l'image 207, une période d'environ 2 secondes. Après un intervalle de durée indéfinie, l'image 208 montre l'incendie de la poudre sans fumée après s'être propagé dans tout le magasin de poudre sans fumée. Il est à noter qu'il y a des preuves d'un intervalle de temps entre la détonation de la bombe et le début de l'explosion du magasin. Il y a des preuves très précises d'une période de plus de 7 secondes entre le début de l'explosion du magasin montré dans l'image 46 et la conflagration générale de la poudre sans fumée montrée dans l'image 208. Ces intervalles de temps suggèrent que l'installation d'un système d'arrosage automatique aurait pu éviter l'explosion du magasin ou contrôler la propagation de l'incendie à la poudre sans fumée après l'explosion. Maintenant, ce rapport, lorsqu'il est couplé avec les autres rapports, contient quelques éléments d'information clés. Premièrement, il souligne que sur les autres impacts de bombes qui pouvaient être comptabilisés dans la partie arrière de l'Arizona, 4 sur 5 ont réussi à pénétrer le pont blindé. Le seul qui ne l'a pas fait est celui qui a ricoché sur la face d'une tourelle. Donc vous savez qu'il a déjà perdu beaucoup d'énergie et peut-être même son capuchon perforant d'armure, donc il semblerait que, de manière générale, les bombes lourdes que les Japonais utilisaient étaient capables de traverser le pont blindé. Cela tendrait à exclure la suggestion de 1944 selon laquelle la bombe aurait peut-être explosé au-dessus, déclenchant un incendie qui se serait propagé jusqu'au magasin, car il n'y a aucune indication que la bombe ait touché quelque chose comme une plaque frontale de tourelle en descendant. Et donc, comme toutes les autres bombes qui ont frappé directement le pont, elle aurait dû traverser, ce qui indique alors que cette bombe aurait fini dans les magasins. Donc, bien sûr, il ne peut pas être prouvé de manière définitive dans un sens ou dans l'autre, grâce à l'absence d'existence de la plupart de la partie de l'Arizona dont vous avez besoin pour le prouver. Il semblerait que le scénario le plus plausible pour la destruction de l'Arizona est qu'un obus perforant de 16 pouces, adapté en bombe, est larguée. Elle frappe l'Arizona à proximité des tourelles avant, descend au niveau du pont blindé, pénètre ce pont blindé et finit au plus profond du navire. Étant larguée à un léger angle, pas parfaitement à la verticale, cela lui permet de se déplacer un peu par rapport à son point d'impact.
Et très probablement cette bombe finit soit dans, soit très près de la poudrière. Sa détonation déclenche les un peu plus de 1000 livres de poudre noire contenues dans ladite poudrière, et la force de cette détonation déclenche à la fois toute la suie accumulée dans le conduit, d'où la colonne de suie qui sort du conduit de l'Arizona, et déclenche également une détonation sympathique de certaines des poudres sans fumée dans le reste des magasins du navire. Il y a un léger retard dans tout cela. Et donc ce que vous voyez dans le film, c'est en fait 2 détonations de magasins. Vous avez la première vague qui est la détonation de la poudre noire suivie peu après, alors que l'effet se propage par la détonation de la poudre sans fumée qui projette plus de poudre sans fumée car ce n'est pas une détonation complète, et vous voyez une partie de celle-ci exploser sur les navires à proximité. Une partie atterrit sur d'autres navires à proximité et une partie atterrit sur l'île, etc., comme décrit dans les rapports précédents, et lorsque le navire est ouvert par l'explosion, ce qui reste de la poudre sans fumée à ce stade continue de brûler ou de déflagrer à ce moment-là, parce qu'elle n'est plus confinée, et cela contribue à un incendie assez intense qui, au fil de quelques secondes, va progressivement s'éteindre, parce que c'est une déflagration assez énergique, et vous laisse avec les incendies plus généraux qui ont laissé sur le navire, et comme cela se produit évidemment, une bonne partie de la proue du navire cesse d'exister. L'explosion est quelque peu dirigée par le pont blindé, principalement intact au-dessus, et le poids des tourelles et des barbettes, et évidemment le fait qu'il y ait pas mal d'armure. Là aussi, c'est pourquoi la boule de feu a tendance à jaillir de la proue de l'Arizona, ainsi qu'à monter et à tourner. Et à cause de la cessation d'existence d'une bonne partie de la proue de l'Arizona, le lourd qui est au-dessus, la tour de contrôle, la superstructure, etc., s'effondre dans le vide, avec les tourelles et nœuds paris. Et cela entraîne le mât de misaine, qui donne lieu aux images plutôt célèbres qui sont vues immédiatement après le naufrage de l'Arizona. Donc cela résume quelle est la séquence d'événements la plus probable pour la destruction de l'United States Ship Arizona et comment la marine américaine y est parvenue quant à la grande question de savoir si cela se serait produit si ce magasin de poudre noire n'avait pas été là. J'avais déplacé l'Arizona vers les nouveaux types de charges. Eh bien, il n'est pas entièrement possible de le prouver sans une expérience à grande échelle. D'une part, vous n'auriez pas la concentration pure de poudre noire que vous aviez sur l'Arizona d'autre part si la bombe se retrouve dans un magasin de poudre sans fumée conventionnelle et que chaque charge a sa propre poudre noire intégrée. Amorce, alors c'est à la supposition de chacun de savoir si vous obtiendrez une déflagration lente de certaines des charges ou si la force de la bombe déclencherait réellement les amorces à l'intérieur des charges de poudre sans fumée qui déclencheraient alors les charges de poudre sans fumée, comme si elles étaient dans un canon de fusil qui déclencherait alors le magasin. De toute façon, vous obtiendriez une explosion légèrement différente, une plus continue plutôt qu'une à 2 étapes que vous avez obtenue avec l'Arizona. Mais que cela détruise ou non le navire, que cela se produise ou non, heureusement, personne sur un cuirassé rapide américain n'a jamais été en position de le découvrir. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.